Amis de TV Liberté, nous filons au cinéma avec mes comparses Frédéric Pic. Bonjour Frédéric. Bonsoir. Bonjour Maxime. Bonjour Anne. Et nous vous emmenons tout de suite au Japon, où nous avons été tous trois enchantés pour voir ce film, Les Délices de Tokyo. Alors, qu'est-ce que c'est que les délices de Tokyo? Nous avons tous trois été enchantés. Pas moi, parce que je n'ai pas goûté ces petits gâteaux japonais. Oui, pas les gâteaux, mais le film. On peut peut-être raconter d'abord le sujet, le pitch, comme dit notre pitch. bien-aimé. Alors, vas-y, puisque tu veux parler. Alors, c'est l'histoire d'un mec, comme disait le regretté Coluche, oui, qui tient une petite échoppe qui vend des gourmandises, des pâtisseries, pourrait-on dire, qui s'appellent des dorayaki, qui sont en fait une sorte de double crêpe, un peu façon pancake, avec une sorte de haricots rouges confits à l'intérieur. Pâte confite d'haricots rouges. Voilà. Et ce brave homme donc tient cette petite échoppe et un jour débarque une vieille dame, un peu cabossée, avec son chapeau, ses petites lunettes, une dame sortie vraiment presque d'outre-tombe. Mais d'une infinie poésie. Mais d'une infinie poésie, on y viendra, et qui lui dit qu'elle aimerait travailler pour lui parce que c'est son rêve. Toute sa vie, elle a souhaité travailler dans une échoppe de dorayaki. Déjà laisse planer un doute sur cette femme dont on devine que le vécu n'est pas si rose que ça. Et évidemment, il refuse, et puis, après quelques tergiversations, il acceptera. Et après qu'elle lui ait eu fait goûter sa pâte de haricots rouges confite. Son gâteau. Il n'a jamais rien goûté d'aussi bon. Et pour ceux qui aiment les cours de cuisine, je peux vous dire qu'on sait... Alors là, on voit bien comment on fait la pâte. Hein. Oui. On voit bien comment on fait la pâte. Et in fine, on arrive à former une espèce de duo presque filial qui va faire tourner cette petite échoppe jusqu'au jour où un drame survient. On ne dit rien. Et je ne dis rien. Pas de drame. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir ces jeunes étudiantes qui viennent sans arrêt, qui brocardent, qui en même temps les aiment bien. Il y a toute une série de liens qui se créent comme ça, mais en demi-teinte, comme savent le faire les Japonais, non plus les Occidentaux, avec beaucoup de pudeur, beaucoup de sentiments cachés, mais qu'on voit, et puis beaucoup de poésie. D'ailleurs, on voit des cerisiers en fleurs très très souvent. Classique au Japon, mais c'est un très beau film. On ne peut pas s'empêcher de comparer avec le dernier film japonais dont nous avons parlé ici, qui est Notre petite sœur. Moi, ce que j'aime dans les films japonais, c'est qu'on est sûr d'avoir des cerisiers en fleurs, et je ne m'en lasse pas tellement c'est éblouissant, et on est sûr aussi d'avoir un vieillard ou une vieille dame plein de sagesse et de générosité. On voit que la démocratie est vieillissante au Japon. Et il y en a de plus en plus. Ceci étant, ma petite sœur, moi je n'avais pas eu l'enthousiasme que vous avez. Je n'avais pas aimé le film. Oui. Mais celui-là, je trouve c'est un film délicieux qui est à voir. Moi, il y a une phrase que j'ai trouvée très jolie dans ce film. C'est à un moment, donc, cette vieille dame dont on apprend petit à petit dans le film l'histoire, qui est aussi une manière de nous projeter dans le Japon d'autrefois, qui n'était pas si joli que ça, et également sur notre propre passé. Et cette femme, en fait, explique que pour faire sa recette de haricots, pour que ces haricots confits soient si bons, elle parle aux haricots et qu'elle les comprend, en fait. Elle est vraiment dans une osmose totale avec son ingrédient, parce qu'elle nous explique que toute chose vivante sur Terre a son langage. Et mérite le respect. Et que nous devons le comprendre et le parler. C'est l'écologie avec un grand E. Des vrais écologistes disent beaucoup qu'il faut être proche de la nature. On parle aux arbres, je veux dire. Il y a cette espèce de symbiose qu'ils essaient d'avoir avec le vent, les arbres, les sources, etc. On retombe même sur le paganisme. Absolument. Moi, il y a une autre phrase que j'ai beaucoup aimée, c'est même si nous sommes très modestes, nous pouvons donner un sens à notre vie. Oui. Et c'est vraiment un film à voir en famille, tout public, parce qu'il est plein d'une infinité de petits détails exquis. Très et tout est subtil. Très subtil. Il y a notamment dans ces adolescentes une jeune fille dont on devine qu'elle a une situation familiale un petit peu compliquée, et on n'est pas du tout dans la démonstration bête et méchante d'une mère alcoolique qui la frappe, etc. Mais allusif. On devine par des allusions que peut-être est-ce la mère, d'ailleurs est-ce une colocataire, est-ce une personne qui l'a recueillie. On devine qu'il y a une relation un peu malsaine, que cette jeune fille va s'enfuir, qu'elle va trouver un nouveau sens. Mais rien n'est tranché, vulgaire, démonstratif, amené avec brutalité. Tout est fin.
Tout est fait. C'est Bon, fait avec beaucoup de finesse et de tendresse, et rappelons quand même que c'est fait par une japonaise qui s'appelle Noémie Kawase, qui avait fait pas mal de films avant, mais celui-là c'est un de ses plus réussis. Je ne connais pas très bien sa filmographie, mais rendons-lui hommage parce que ce film est vraiment délicieux. Donc, Les délices de Tokyo. On peut peut-être d'ailleurs regarder la bande-annonce. On va regarder la Si nous bande-annonce, l'avons. c'est une très bonne idée. Très très bonne idée. Merci Maxime d'avoir introduit cette bande-annonce.いらっしゃい。こういう仕事を一度してみたかったの。力仕事なんですよ。ずっと作ってきたのよ、もう50年も。これちょっと食べてみて。何ですか。なんだこれ。はい、これざるにあけて、ざるにそっちにあけて触りにあけて、一抱え、一抱え持ち上げて、はい、よしよし。頑張んなさいよ。はい。歩きに行ったの。はい、よし、よしよしよしよし。こんなの初めてです。美味しいよね。あ、いらっしゃい。どら焼き乾杯したんだよ。嬉しかったよ。だですね。Alors, autre bon film, Frédéric. Alors un qu'est-ce que petit vous film nous- qui va sortir, qui est très spécial, s'appelle Merci Patron. Oui. Je vous en dis pas plus, c'est un dénommé Ruffin, qui est d'un petit fanzine d'extrême gauche, contre Bernard Arnault. Et il y a une manipulation, c'est drôle, je peux pas vous le dévoiler parce qu'il faut aller le voir. Bon. Parce que il est remarquable d'intelligence, la façon dont il va voir. Il fait une espèce de chantage sur Bernard Arnault, ce qui fait qu'un couple de gens qui sont dans une panade effroyable, parce qu'ils ont été toutes les histoires Boussac, etc. Enfin, il en a mis quand même des gens sur la paille, Oui. même s'il a fait un très bel empire. Donc vous verrez, il y a des choses un peu idiotes, effectivement, de l'extrême gauche. Mais très vite, on en arrive dans cette manipulation où il réussit à obtenir des sommes, etc. Grâce à l'image, vous verrez comment il manipule, c'est à mourir de rire. C'est remarquablement fait. C'est un petit film, hein, Très mais bien. ne le ratez pas, ça s'appelle Merci Patron, c'est jouissif. Très bien, très très bien. Un autre bon film J'en ai plusieurs. Il y a Legend. Oui. Legend, Legend. qui est un film assez dur. Alors là, je mets tout à fait en garde parce qu'il y a 2 scènes de Trop dur. violence Oui. qui m'ont mis mal à l'aise. Dieu sait si la Je sais violence, si vous ça êtes, ne me dérange oui, pas. costaud, oui. Oui, là vraiment j'étais mal à l'aise. Hein, quand vous avez 15 coups de poignard, de couteau sur la chemise blanche, etc. devant tout le monde. Enfin bref, ceci étant, c'est dommage parce que ça va Quelle est l'histoire marquer quelques spectateurs. L'histoire, ça se passe dans les années, je bégaye, 60 à Londres, au temps des Beatles, mais les Beatles n'ont rien à voir dans l'affaire. C'est un couple de frères jumeaux qui s'appellent Cray et qui veulent mettre Londres à leur botte sur le plan gangstérisme. Ce sont 2 gangsters. Il y en a un qui est un gangster qui a une aventure amoureuse qui est, disons, normale, même s'il pète les plombs de temps en temps, il est violent comme tous les gangsters, et l'autre est carrément un psychopathe, son frère. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est Tom Hardy, qui est quand même un acteur qui monte, qui est un très bon acteur, qui joue les 2 rôles, et on les voit se battre ensemble, etc., avec les effets spéciaux. C'est absolument incroyable. Cet acteur-là qui joue les 2 rôles. La dernière fois que j'ai vu ça, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ça remonte déjà un bout de temps, David Cronenberg, dans son film Faux Semblant, où Jeremy Irons, qui était un très bon acteur, jouait 2 rôles, mais on voyait un peu les plans différents, vous voyez ce que je veux dire. On voyait jamais l'un sans l'autre, mais là, vous voyez les 2 tout le temps. Ils se battent ensemble, etc. Ceci étant, le film est très bien fait, c'est très intéressant, mais attention, 2 scènes de violence qui sont très difficiles. Très très bien. Ça s'appelle Legend. On continue dans les Comme dans vous les voulez. invitations. Alors, Les saisons.
Ah bah, les saisons, évidemment, c'est du Jacques Perrin. Ça n'est peut-être pas aussi beau qu'on son premier sur les oiseaux, les oiseaux migrateurs, parce que tout ça, ça se passait dans le ciel. Il y avait, mais c'est remarquable. Ça commence par une vue, vous voyez des bœufs musqués qui sont quasiment ensevelis sous la neige et qui sortent de la neige. Donc vous avez à peu près, c'est tourné dans 5-6 pays d'Europe. Je crois qu'ils ont fait un petit tour à Sumatra aussi. C'est un peu l'histoire depuis l'ère de glaciation. J'allais dire de l'humanité, mais non. Non, l'ère de glaciation, alors ensuite les forêts primaires, et puis on a détruit, mais on a remplacé donc d'autres animaux, etc., etc. C'est un peu une histoire et vous avez des vues sur les animaux, vous avez un lynx qui chasse, etc. Vous avez une vue, alors c'est vrai qu'il y a aussi du dressage animalier, mais quand vous voyez des meutes de loups qui poursuivent des chevaux sauvages, non, les images sont absolument fantastiques, c'est merveilleux, et grâce au ciel, le commentaire est dit par Jacques Perrin, qui a une voix très agréable, et surtout, le commentaire est très disert, c'est-à-dire que c'est pas de l'humanisme bélant, un peu comme Artus Bertrand. Hein. Oui, on n'a pas de la morale, la moraline. Non, la grosse morale, attention à la nature, nous sommes des salopards, etc. Non, allez voir ce film-là, c'est un très très beau film. Très bien, merci visuel, beaucoup. Très visuel. Merci beaucoup. Et puis, je crois, Maxime, que vous avez... Il y a un film que vous avez vu tous les deux. Je vous remercie de l'avoir vu. Carole. Non, Carole. Alors, Maxime. Non, j'étais le seul à mouiller la chemise. Oui, non, ça, moi, c'est niette. Donc, on rappelle en 2 secondes l'histoire. Donc, Carole, c'est l'histoire de Carole, comme son nom l'indique, qui est jouée par Cate Blanchett, qu'on aime ou qu'on déteste, mais enfin qui est quand même une femme qui est excellente actrice et qui a beaucoup d'allure, qui jouait dans Blue Jasmine, vous savez, ce film il y a peut-être 1 an ou 2 maintenant. Et cette Carole est donc une grande bourgeoise dans les années 50, tournant 60 aux États-Unis. Je crois 50, j'ai oublié la date, peu importe. Et elle vit une relation difficile avec son mari, etc., dont elle est en train de divorcer, bataille pour la garde de l'enfant, jusque-là, rien d'extraordinaire, jusqu'au jour où elle va acheter un petit train pour sa fille, pour Noël. Et dans la boutique, elle oublie ses gants. Mais avec la jeune vendeuse, elle a eu une espèce d'inclination, et la vendeuse va lui renvoyer ses gants, l'autre va l'inviter à prendre un verre, et puis une histoire d'amour va commencer. Alors oui, c'est un peu tiré par les cheveux, mais ça commence comme ça. On devine petit à petit qu'en fait, Carole a déjà eu une histoire avec une autre femme qui s'avère être la marraine de sa fille. Alors on ne sait pas trop si c'est quelque chose qu'elle a toujours eu en elle, si c'est lié au fait qu'elle soit malheureuse avec son mari. C'est quelque chose qui n'est pas très bien traité. Et puis, elle rencontre donc cette jeune fille qui est vendeuse, mais qui est aussi photographe en devenir et qui s'appelle Thérèse. Un excellent prénom. Et cette Thérèse, qui est une jeune fille assez quelconque, mais d'un grand talent, semble-t-il, va un jour donc tomber aussi amoureuse de cette femme. Et Carole, un jour, lui dit « Partons ». Voilà. Et elles partent ensemble faire une virée dans les États-Unis pendant quelques jours ou quelques semaines, jusqu'au jour où la réalité les rattrape. Alors, je ne dévoile pas la fin, ou alors je la dévoile, mais ceux qui ne veulent pas la connaître peuvent couper le son pendant 1 minute. Voilà, et donc en réalité, la question est de savoir si Thérèse, qui elle-même était plus ou moins fiancée avec un jeune homme, va repartir vivre avec un jeune homme, ou au contraire, définitivement tomber amoureuse de Carole. C'est un suspense beaucoup de scènes. Il y a une scène de baiser, mais il n'y a pour ainsi dire pas de scène de sexe. D'ailleurs, on devine qu'elles-mêmes ne couchent véritablement ensemble qu'une fois ou deux. C'est plus une histoire d'amour dont on a du mal à trouver le sens, et on sent que les 2 personnages féminins eux-mêmes sont totalement dépassés par ce qui leur arrive. Ça, c'est bien mise en scène, c'est intéressant. C'est bien mis en scène. Parce que raconter comme ça, c'est pas passionnant. C'est des décors plutôt pas mal dans les années 50. Moi, j'avoue que j'ai trouvé que c'était un peu long. Psychologiquement, j'ai trouvé ça long. Voilà, j'ai trouvé ça très long. Psychologiquement, ok, Thérèse se demande, elle prend des photos de Carole, elle est amoureuse, elle n'est pas amoureuse, et puis elle aime bien le jeune homme, mais en même temps, on sent que le jeune homme veut la canaliser dans une vie qui va être tout à fait marketée pour elle, où il y a le travail, la maison, les enfants, etc. Et en même temps, elle rêve d'être une photographe et d'être seule. C'est pas un sujet très neuf, donc si le traitement n'est pas très original, la seule chose... Surtout sur les histoires de femmes entre elles ou d'hommes entre elles, je veux dire, maintenant ça devient le top un petit peu, le basique. C'est un basique. Bon.
Pour moi, la seule chose qui tient le film, c'est Cate Blanchett, Oui. qui évidemment est excellente. Bon, alors, ok, elle est très jolie, elle est très bonne actrice. On a tous envie de partir avec Carole en vacances, mais sans beaucoup de chance, visiblement. disons Sans beaucoup que d'espoir. ça aurait pu durer. Hommage à la vedette qui rend le film peut-être visible ou intéressant. J'irai pas jusqu'à dire intéressant. Disons que c'est visible, mais vraiment, il y a mieux au cinéma. Hein. Il y a Alors, mieux. je voulais rebondir, s'il y a mieux au cinéma, moi je vous recommande Jane Got a Gun, Oui. qui est un western. Alors, attention, ça n'a rien à voir avec Calamité Jane, Non. contrairement au titre, parce que ça peut induire un peu en erreur. Oui. C'est un western qui est remarquablement fait, parce que c'est moitié western, moitié mélodrame. C'est l'histoire d'une femme qui était amoureuse d'un garçon qui est parti à la guerre. Quand il est revenu, il l'a pas retrouvé. Elle a épousé entre-temps un hors-la-loi qui l'a un petit peu enlevé des griffes d'autres hors-la-loi, qui est poursuivi. Donc c'est le côté western, très beau paysage, c'est bien tourné, la lumière est belle, etc. Et elle se retrouve avec un peu ces deux hommes, son mari qui est blessé, l'autre qu'elle retrouvera après. Bon, ils s'opposent. Alors le scénario n'a rien d'extraordinaire, mais c'est très très bien fait. Et alors surtout, il y a Nathalie Portman qu'on a connue quand elle était toute petite dans le film Léon, qui a fait carrière depuis et qui est absolument remarquable, époustouflante. Non seulement elle est belle, non. Elle a une classe inouïe, elle joue super bien, c'est le rôle principal, avec deux très bons rôles à côté. C'est un très beau western, mais pas un western dans le sens où on l'entend. Oui. D'abord, il n'y a pas d'Indien, déjà, mais c'est un beau western, c'est bien filmé, c'est bien fait, et l'histoire accroche du début jusqu'à la fin. Merci. Bon. Beaucoup, Frédéric. Et puis, encore un autre que vous dégommez, Dirty Papi. Ah, moi, rien que le titre fait que je n'irai pas voir une chose pareille. Alors, le Dirty Papi, c'est simple. Bon, il se trouve que je l'ai vu en projection de presse, donc Vous savez, à propos de Dirty Papi, hier, je fais des courses dans un magasin que je croyais joli. Je tombe sur un t-shirt sur lequel il y avait marqué en gros « J'aime ma grand-mère pour son pognon ». J'aime mamie pour son pognon. On en est là. C'était dans Dénonçons, c'était chez le Grand Comptoir. Le Grand Comptoir. Et donc Dirty Papi, ça n'a rien à voir Alors avec Dirty Papi, bon, c'est une... Non, absolument pas. C'est une histoire... Malheureusement, pourquoi j'en parle? Parce que le film n'a absolument aucun intérêt. Ça fait partie de ces conneries, excusez-moi, américaines, en dessous de la ceinture. C'est d'une grossièreté sans nom, hein, vous imaginez. Et simplement, il y a Robert De Niro dedans. Et Robert De Niro, qui est un acteur qu'on a tous aimé pendant sa carrière, même s'il avait un certain nombre de tics, depuis 3 ans, il ne fait que des merde ou des bouses, excusez-moi, là je suis violent parce que moi, voir Robert De Niro qui s'abaisse à faire ce genre de film, déjà depuis 3 ans il fait des imbécilités, mais l'imbécilité plus la grossièreté américaine, je ne supporte pas. Il y a vraiment des scènes, ça fait beaucoup trop, et Robert De Niro, pour moi, là, il tombe de son piédestal, si tant est qu'il était sur un piédestal, et là il est vraiment par terre pour moi. Donc je n'irai plus jamais voir un film avec Robert De Niro à l'heure actuelle, parce que c'est un désastre, c'est même honteux. Quelqu'un qui a quand même, moi je suis allé dans ces restaurants, il a tout un pâté de maison à New York, je veux dire, donc il n'a pas besoin d'argent, alors s'il tourne pour le pognon, c'est vraiment grave de voir ça. Alors surtout n'y allez pas, hein, c'est vraiment c'est quelque chose de lamentable. Donc on évitera, chers amis de TV Liberté, on évitera Carole Dirty Papi. Par contre, vous pouvez aller voir avec bonheur Les Délices de Tokyo, Legend, Jane Cotogan, Merci Patron et Les Saisons. Eh bien, la récolte est bonne. Et les jeunes avec quand même ces 2 scènes de violence. Avec les jeunes, avec les jeunes pas en famille. Pas en famille. Ah voilà. Non, sûrement pas. Ben, merci beaucoup à tous deux. Nous allons nous précipiter et à une prochaine séance de Je file au cinéma. Merci à tous les deux. À bientôt, revoir. Anne. Au revoir, amis de TV Liberté. À tout de suite pour une autre chronique. Amis de TV Liberté, bonjour. Pour cette rubrique Je lis, donc je suis, nous avons invité un grand professeur, le professeur Xavier Martin. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes professeur émérite des facultés de droit, historien des idées politiques, grand spécialiste du XVIIIe siècle. Vous avez écrit entre autres Nature humaine et Révolution française
régénérer l'espèce humaine, utopie médicale et des Lumières, s'approprier l'homme, un thème obsessionnel de la Révolution, naissance du sous-homme au cœur des Lumières, les races, les femmes, le peuple, et Voltaire méconnu, enfin, qui est en quelque sorte votre livre le mieux vendu, pour ne pas dire best-seller, votre grand succès, dont c'est la 3e réédition. C'est la 4e. C'est la 4e édition, puisque cette année, mon éditeur Dominique Martin-Morin m'a fait la bonne surprise de donner une 3e édition de Nature humaine et révolution française, mon premier livre, une 3e édition de Voltaire méconnu dans sa version classique. Et là, un petit livre de poche. Une 4e édition en format de poche. C'est le premier livre de poche dont il m'honore et qui vient de sortir et dont le but est notamment de répondre à tous ces gens, tous ces lecteurs qui me disaient qu'ils aimeraient bien en offrir davantage aux professeurs, aux étudiants, aux grands élèves, aux professeurs d'histoire, de français, de philosophie. Et évidemment, sous cette forme-là, ce vœu est plus facile à réaliser. Oui, il n'en coûte que 9,95 €. C'est ce que je crois, oui. Et ce livre est une bombe, chers amis de TV Liberté. C'est une bombe puisqu'il est de bon ton de célébrer Voltaire, de vénérer Voltaire. Et vous êtes allés en fait voir l'ombre derrière la lumière. Et ces ombres, quelles sont-elles, Xavier Martin? Alors, je ne suis pas vraiment allé voir l'ombre derrière la lumière, mais je me suis attelé à la tâche de dépouiller systématiquement Voltaire, d'abord à partir de sa correspondance fleuve. Un crayon à la main. Un crayon à la main, bien sûr. Sa correspondance, on a tout de même 15 ou 16 000 lettres de Voltaire. Plus 5 ou 6 000 qu'il a reçus, et tout ça est publié dans une édition scientifique par les Anglais. Et ce sont moins les ombres que j'ai découvertes qui m'intéressaient en tant qu'ombre que ce qu'on ne disait pas à son sujet, ce qu'on cachait à son sujet, ce que les grands spécialistes, qui sont en petit nombre, ne pouvaient pas ignorer, et ce qu'ils se gardent bien de diffuser, ce dont ils se gardent bien de faire profiter l'ensemble de leurs contemporains, en cela fidèles d'ailleurs à leur idole Voltaire, qui ne souhaitait pas qu'on instruisît le peuple. C'est un des aspects méconnus, je dis bien méconnus, c'est pour ça que c'est Voltaire méconnu et non pas Voltaire inconnu, mais Voltaire méconnu, le mépris de Voltaire vis-à-vis du peuple, du petit peuple, du peuple des métiers, des paysans qui sont très nombreux à son époque évidemment, des artisans, des domestiques. Ce mépris du peuple est très très marqué chez lui, et c'est une des choses qui m'a surpris. Je savais un peu que c'était un peu sa tendance, mais je ne savais pas à quel point c'était. Des preuves absolument effroyables. Oui, j'emploierai pas ce mot parce que mon métier d'universitaire m'interdit les mots trop polémiques, mais je vous laisse le soin donc. Non, alors vous n'employez pas de mots extrêmement très forts, mais vous avez un humour et un recul qui est infiniment plus fort, et on voit très bien que vous vous moquez de la première à la dernière page de tous ces propos que tient Voltaire, et vous vous moquez du travail de ces universitaires qui ne tiennent pas compte de ces propos, ce qui est tout de même effrayant. Alors, quand vous dites mépris du peuple, c'est d'ailleurs une partie de son accusation contre l'Église, parce que l'Église instruit le peuple. Et ça, vraiment, c'est pas bien. C'est une grosse erreur. Mais nous n'allons pas encore parler tout de suite de l'infâme. Nous allons évoquer donc ce mépris des hommes qui, pour Voltaire, sont des brutes. Oui, alors Voltaire ne croit pas, en cela d'ailleurs il est bien un homme de son temps, il ne croit pas qu'il y ait une nature humaine, une essence humaine,
Il ne croit pas à l'unité du genre humain. Comme vous vous en doutez, il s'en prend beaucoup à ce que nous a transmis la Genèse pour ce qui est de la nature humaine, et notamment, eh bien, ce qu'on appelle le monogénisme, c'est-à-dire l'idée venue de la référence à Adam et Ève, selon laquelle il y aurait une parenté biologique de tout le genre humain. Non seulement il n'y croit pas, mais il la tourne en ridicule. Il la tourne en ridicule, et même elle suscite son ressentiment lorsqu'il s'agit d'inclure dans l'humanité les ethnies exotiques, et notamment les Africains, qui sont particulièrement maltraités par lui et considérés comme des éléments entre l'homme et la bête. Alors, pour atténuer, si je puis dire, pour relativiser cette sous-humanisation des peuples exotiques, des gens de couleur, j'ajoute que le petit peuple, et notamment le peuple paysan d'Europe, qui fait l'immense masse des contemporains de Voltaire, est lui-même placé entre l'homme et la bête. Il le dit, le peuple est entre l'homme et la bête. Et ce sont des mots analogues qu'il emploie à propos des Africains. La femme aussi. Alors la femme n'est qu'une bête. La femme aussi, sous cette réserve que ça, c'est une idée qui est assez répandue chez les philosophes des Lumières. La femme en tant que telle, chez Voltaire, il y a des aspects d'application de ce principe aussi, mais il y a aussi dans la biographie de Voltaire des femmes intelligentes et qu'il admire. Donc, si vous voulez, sur cet aspect-là, il n'est pas le plus représentatif de l'antiféminisme, de l'anthropologie antiféminisme des Lumières. Néanmoins, par exemple, l'extraordinaire légèreté avec laquelle il aborde de temps en temps le thème du viol est tout à fait impressionnante aussi. Oui, les femmes sont responsables de ce qui leur arrive, et si elles sont violées, c'est qu'elles l'ont cherché. Ça, et Voltaire, chose qu'on ne sait pas, qu'on ne dit pas, que j'ai découverte assez tardivement, est partisan de la dépénalisation du viol. Ouais. Parce que la preuve d'une culpabilité masculine est trop difficile à établir. Et donc il est partisan de cela. Voltaire considère qu'il est impossible qu'un homme seul puisse procéder à un viol. Ceci étant, lorsqu'il a des échos de viols collectifs qui viennent des guerres à l'époque, ça le fait beaucoup rire. C'est un sujet d'amusement pour lui. Mais il rit vraiment beaucoup. Oui. Il a pour religion, en fait, la haine et le mépris. Ce sont ces deux moteurs. Il y a chez Voltaire, alors contrairement à ce qu'on dit, puisqu'on fait de lui un chantre de l'humanité, il y aurait... Ça, on va traiter la question après. Pourquoi est-ce qu'il y a une telle différence? Il y a chez lui un mépris de la nature humaine qui est lié aussi à son hostilité à la Genèse, l'homme image de Dieu. Les deux sont liés. Oui. Et ce mépris de la nature humaine qui est très marqué chez lui, qui est presque peut-être un peu maladif, il se l'applique à lui-même. On sent qu'il y a une autodérision chez Voltaire qui est très marquée. Et il se qualifie, plus il avance en âge, plus il se trouve des ressemblances avec des animaux peu sympathiques, et plus il prend un malin plaisir, et le mot malin ici, dans une version qui n'est pas la version la plus anodine, il prend un malin plaisir à se tourner en dérision lui-même, comme il le fait chez les autres aussi. Il y a des pages terribles sur l'homme et sur la femme âgée aussi. Il y a des choses, c'est des choses qu'on a beaucoup de mal à, qu'on ne lirait pas à la télévision. Qu'on ne peut pas lire à la télévision, oui. Alors, autre catégorie de gens sur lequel il exerce sa bile et son ire, ce sont bien sûr les religieux. Les religieux, il y a bien sûr
de la religion catholique, avec son célèbre « Écrasons l'infâme », c'est tout de même toutes ces lettres qui se terminent par... Pendant une période, écrasons l'infâme. Oui, c'est obsessionnel. Et il dit à Madame du Défend, nous avons croupi depuis Clovis, et donc son baptême, dans la fange, excusez du peu. Et il parle de l'énorme sottise de Sainte Clotilde. Oui. Mais ce qu'il y a d'étonnant, c'est son rapport avec les autres religions, parce que il devrait donc être contre toutes les religions. Mais il y a tout de même des religions qu'il préfère à d'autres, et tout simplement pour les utiliser comme des armes contre le catholicisme. Tout à fait, c'est très clair. Donnez-nous des exemples. On a une relative, chez lui, une relative bienveillance envers l'islam, parce que l'islam peut être comparé au catholicisme, et d'une manière qui est défavorable au catholicisme dans le propos de Voltaire. Mais attention, tout ça est relatif. Il peut instrumentaliser l'islam contre le catholicisme, mais il méprise les musulmans. Complètement, il méprise, il s'en moque. Oui, il parle du gros cochon en parlant d'un mufti. En parlant du sultan. Du sultan, oui. Et puis, par exemple, et ça c'est typique de l'humour, entre guillemets, de Voltaire, et du type d'humour qu'il utilise d'ailleurs aussi contre le christianisme, à propos des ablutions dans la religion musulmane, et d'ailleurs dans la religion juive aussi. Il dit qu'il faut que ces gens-là soient bien malpropres pour que Dieu leur ait fait l'obligation de se laver 4 fois par jour. Voilà le ton ordinaire. Il utilise aussi les musulmans, il utilise la religion musulmane contre les juifs, parce qu'il est, comme vous le savez, il est très... Je ne dis jamais qu'il est antisémite, parce que c'est un mot que j'évite à propos de Voltaire, mais il éprouve et il cultive une haine maladive à propos des juifs. Oui. Et évidemment, de temps en temps, utiliser l'islam peut lui être utile aussi contre les juifs. C'est ça, oui, c'est vraiment un esprit, passez-moi l'expression, mais c'est quand même un esprit très vicieux. On a l'impression qu'il joue sans arrêt au billard, il tape sur une balle pour en atteindre une autre. C'est tout à fait cela, et comme en plus il est très... il manque de droiture, il manque de rectitude. Oui, donc vous avez tout à fait raison de parler de billard. Il se méfie aussi et je dirais à juste titre de la censure, donc il prend aussi des billets à ce propos-là, mais il est sans cesse, c'est vrai, à mépriser des catégories avec des moyens, des méthodes, soit directes, soit détournées, qui sont souvent très efficaces. Alors, bon, votre livre est d'une richesse infinie, puisque vous extrayez pour nous toutes ces citations fabuleuses qui sont si signifiantes. Et vous ne citez pas que Voltaire, vous citez notamment une lettre de la tsarine Catherine II à Voltaire, qui parle de la diète qu'elle a fait réunir. Et voilà ce qu'elle écrit à Voltaire. Je pense que vous vous plairiez au milieu de cette salle où l'orthodoxe, assis entre l'hérétique et le musulman, écoute tous les trois paisiblement la voix d'un idolâtre et se concertent souvent tous les quatre pour rendre leur avis supportable à tous. Ajoutant d'emblée que tous ont oublié la coutume de se griller réciproquement. Tout ça avec beaucoup d'humour, mais en fait on en est là. Le plan de Catherine de tolérance et celui de Voltaire, c'est de mettre toutes les religions au même plan et d'arriver à cette religion Dieu tout-le-mondiste dont parlait Vladimir Volkov. Oui, c'est très... En cela, Catherine II est une femme des Lumières, ce qui est tout à fait ce qui est connu. Oui. Frédéric II, l'autre ami avec de gros guillemets de Voltaire, lui dit un jour qu'il va faire venir des musulmans
en disant c'est la seule secte qui manque dans ce pays. Et Diderot est partisan de mêler le plus possible les religions de manière, dit-il, à les affaiblir, à les décrier les unes par les autres. À les affaiblir, c'est tout à fait... J'ajoute, puisque c'est par association d'idées, mais c'est Catherine II encore, Catherine II, que le début de la Révolution française n'enthousiasme pas du tout. Sous la Constituante, elle dit qu'avec les droits de l'homme, une fois les droits de l'homme proclamés, les Français révolutionnaires vont nous rendre toute cette partie de l'Europe musulmane. C'est signé Catherine II en 90 ou en 91. Clairvoyance. Alors, vous soulignez les conséquences de ce comportement. Vous citez, on pense au poème de Musset. Voltaire, dors-tu content et ton hideux sourire voltige-t-il encore sur tes os décharnés? Parce qu'en fait, il a désespéré. Il a désespéré. Vous parlez même de jeunes gens qui se suicident. Il y a des jeunes gens qui se suicident. Alors je ne dis pas, évidemment, d'ailleurs j'ai aucun titre à dire que Voltaire, que c'est les œuvres de Voltaire qui mènent ces jeunes gens à se suicider, mais le fait est que sa grande amie, là encore avec des guillemets, Madame du Deffand, incrimine les œuvres de Voltaire dans ce suicide. Parce que ce suicide de deux jeunes gens, je crois que c'est la veille de Noël, ce qui ajoute encore au côté symbolique et dramatique du geste. Ce suicide est accompagné d'un mot d'explication qui est très nihiliste. Et Madame du Deffand, à Voltaire, dit que ces deux jeunes gens sont morts à cause des faiseurs d'in-folio. Les faiseurs d'in-folio, c'est les encyclopédistes. Oui, hein. Oui. Et donc, à cause des philosophes des Lumières, mais elle ne cite pas Voltaire. Et par contre, à des tiers, elle écrit à cause des écrits de Voltaire. Donc c'est très frappant de voir le lien qu'elle fait. Et elle ajoute ce qui, avec ce qui va se passer sous la Révolution française, laisse tout de même méditatif. Elle ajoute à propos de ces deux jeunes qui se sont suicidés à cause du nihilisme ambiant, ce sont les premiers martyrs de leur système. Oui, et il sera suivi d'autres. Vous écrivez dans la conclusion de ce livre, l'effondrement anthropologique libérera des pulsions exterminatrices. Et on le voit, on l'a vu tout de suite après, mais ça a continué puisque les idées des Lumières ont bien évidemment influencé la Révolution de 1917 et d'autres comportements après. Oui, bien sûr, oui. Que Poliakov dira, cet intellectuel très très intéressant, nommera en disant que il y aura d'autres égorgements qui se passeront. Et Poliakov est un auteur très important. C'est lui qui m'a, qui m'a mis un peu qui m'a éveillé mon attention sur ces problèmes-là, puisqu'il a publié un livre sur l'antisémitisme de Voltaire à Wagner, où il est tout à fait précurseur de toutes ces trouvailles, je dirais. Ouais. Voilà, chers amis de TV Liberté, vous voyez combien ce livre est important. Nulle part ailleurs, vous ne trouverez un Voltaire aussi complet et aussi redoutablement peint. Nous avons reçu ici Marion Sigaud qui nous avait proposé un zoom sur l'affaire Calas et deux autres affaires. Vous balayez toute la vie de Voltaire. Voltaire méconnu, un sous-titre que je vais lire tout de suite chez Dominique Martin-Morin, Aspect caché de l'humanisme des Lumières, 1750-1800, chez Dominique Martin-Morin. Et on voit que nous vivons encore aujourd'hui avec les méfaits des écrits de cet homme-là. Mais on vit avec les méfaits, oui, et puis surtout, tant que la vérité n'est pas propagée à son sujet, on reste très intoxiqué par tout cela.
si on le voyait tel qu'il a été, on pourrait se contenter d'admirer son style qui est magnifique. Qui est magnifique, ou magnifique même, et ne convient pas tellement. Ce style est simple et beau, dans sa pureté. Voilà. Il est fluent. J'ai été très accro au style de Voltaire jusqu'à ce que vos lumières me soient apportées, et donc j'ai vu La part d'ombre, et depuis je suis effarée qu'on continue à célébrer, enfin au lendemain des attentats boulevard Voltaire. Le boulevard Voltaire, et au lendemain des attentats, les premiers de cette année en janvier, il fallait être voltairien et il fallait être tolérant. On se dit, mais ils se foutent de nous, ils n'ont pas lu Voltaire et ils n'ont pas lu Xavier Martin. Merci beaucoup. J'allais abonder dans votre sens, mais là je me retiens. Merci beaucoup Xavier Martin. Merci beaucoup de votre pour invitation. cette première visite, et j'espère qu'il y en aura d'autres à TV Liberté. Merci beaucoup. À Mythe TV Liberté, à très vite pour une autre chronique de Perles de Culture. Chers amis de TV Liberté, nous avons la joie de partir au théâtre ce soir dans notre rubrique L'art en beauté. Nous partons au théâtre grâce à Rémi Hopper. Bonjour monsieur. Bonjour Anne. Rémi Hopper a mis en scène et interprète les entretiens avec le professeur Y de Céline dans un des plus merveilleux théâtres de la place de Paris, qui est le Théâtre du Nord-Ouest. Le Théâtre du Nord-Ouest, c'est ce fantastique théâtre dont je vais redonner l'adresse, tout simplement, qui c'est 13 rue du Faubourg Montmartre. Il a été fondé et dirigé par Jean-Luc Génère. Et c'est un endroit miraculeux à plus d'un titre. Pourquoi Rémi Hopper ? Parce que c'est un théâtre qui organise des cycles et qui permet de voir des pièces qu'on ne peut pas représenter dans tous les théâtres. Par exemple, actuellement, il y a un cycle Racine. Oui. Bon, il y a les 12 pièces de Racine. C'est quand même fabuleux. À part la Comédie Française qui en joue une ou deux par an, aucun théâtre ne peut afficher 12 pièces de Racine. Des intégrales et des cycles thématiques. Et le prochain cycle, le cycle en ce moment, c'est mensonge et trahison. Oui. Mensonge et trahison. Mais nous allons inviter Jean-Luc Génère, donc laissons-lui la parole quand il viendra. Alors, votre spectacle, vous, c'est donc Céline, les entretiens avec le professeur Y. Ça se donne jusqu'au 31 mars, à toute heure du jour et de la nuit, puisque l'une des autres particularités du théâtre de Nord-Ouest, c'est de jouer dès le matin, l'après-midi ou le soir. Oui, enfin c'est quand même dans la semaine, les spectacles commencent à 19h. En général, il y a deux spectacles, un à 19h et un autre à 20h45. Je croyais que les week-ends, il y avait Alors les week-ends, oui, ça commence à 14h30. Bon. Oui. C'est permanent. Alors, vous mettez en scène, pourquoi est-ce que vous avez choisi ce texte, Rémi Hopper, qui a été écrit après la guerre par Céline, 1955 ? Voilà, en 1955, donc à une époque où les livres de Céline se vendaient assez mal, et pour cause. Et donc, il en avait parlé avec Gaston Gallimard. Vous savez qu'il y avait des relations assez orageuses avec Gaston Gallimard. Il reprochait à Gallimard que ses livres ne se vendaient pas, qu'il ne faisait pas de publicité, etc. Selon Céline, qu'il y avait une mâchoire de requin. Voilà. Et Gaston Gallimard lui a dit, écoutez, faites qu'on parle de vous, écrivez quelque chose. Et donc il a écrit cet entretien, cette interview, comme il dit. Il imagine une interview avec un interview avec un confrère, donc, qui aurait été envoyé par Gallimard pour l'interviewer. Et donc ils ont rendez-vous dans un jardin au square des Arts et Métiers, et le confrère, lui, est un écrivain aussi, mais enfin, on ne sait pas trop ce qu'il a écrit, enfin, c'est pas du niveau de Céline, et l'entretien se déroule pas comme prévu. Non, et alors, Céline se met en colère, comme d'habitude, et ça donne lieu à des propos absolument hilarants, intelligents,
tout à fait étonnant. Et comme nous n'aimons pas le blablabla, ni vous, ni Céline, ni moi, nous allons, chers amis de TV Liberté, vous donner des extraits de ce texte grâce à Rémi Hopper. Mais préalablement, un petit mot sur le vocabulaire de Céline, qui est toujours étonnant. Il invente des mots absolument tout le temps. Ah oui, oui, il invente des mots. On ne regarde pas, on biglouse. On biglouse, oui, on biglouse. À un moment donné, il traite ce confrère de clan-cul, par exemple, qui est un mot quand même rarement utilisé. Oui, mais que c'est quand même très agréable, parce que le prochain crétin que je rencontrerai, je me dirais c'est un clan-cul, et ça me fait du bien de le dire. Voilà, mais peut-être qu'il ne comprendra pas ce que ça veut dire. Non, mais je ne serais pas obligé de lui dire, oui. je le garderai, mais, voilà. Mais de le nommer comme ça me fera plaisir. Oui. Quand il parle de l'Académie française, par exemple, il dit il blablate bellement. Oui. Pensée depuis Richelieu comme trèfle relatée rigolade. Oui. Enfin, c'est des expressions tout à fait céliniennes. Alors, son jugement sur l'édition est absolument inouï. Oui. J'avais noté ce petit passage-là. C'est plus des romans qu'il publie, c'est des pinsomes, pinsomes sarcastiques, pinsomes archéologiques, pinsomes proustiques, pinsomes sans queue ni tête, pinsomes nobéliens, pinsomes antiracistes, pinsomes à petit prix, à grand prix, pinsomes pléiades. On ne peut pas s'empêcher d'éclater de rire quand on voit la production éditoriale aujourd'hui. C'est toujours la même chose. Le pinsomme nobéliable et le pinsomme antiraciste, on est toujours dedans. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Alors, nous allons donc donner quelques extraits et nous allons commencer par peut-être le petit débat. Qu'est-ce que vous êtes? Je ne suis qu'un petit inventeur. Ou le début, si vous voulez. Le début, absolument. Le début, où il parle justement de la radio. Ah oui, non. Qu'est-ce que vous diriez d'un petit débat philosophique? Oui. Ah, monsieur le professeur Y, je veux bien vous respecter et tout, mais je vous le déclare, je suis hostile. J'ai pas d'idée, moi, aucune. Et je trouve rien de plus dégoûtant, de plus commun, de plus vulgaire que les idées. Les bibliothèques en sont pleines et les terrasses des cafés. Tous les impuissants regorgent d'idées. Et les philosophes, c'est leur industrie, les idées. Ils esbrouffent la jeunesse avec, ils la macrotent. La jeunesse est prête, vous le savez, à avaler n'importe quoi, à trouver tout formidable. S'ils l'ont commode, donc les macros. La jeunesse aime l'imposture, comme les jeunes chiens aiment les bouts de bois, soi-disant os qu'on leur balance. Ils courent après, ils se précipitent, ils aboient. Ils perdent leur temps, c'est le principal. Aussi, voyez tous les farceurs pas arrêter de faire joujou avec la jeunesse, de lui envoyer plein de bouts de bois creux, philosophiques. Si elle s'époumonne, la jeunesse, si elle biche, qu'elle est reconnaissante. Alors on peut passer peut-être à un autre passage. L'exploitation de la jeunesse, c'est tellement extraordinaire. Alors, je suis qu'un petit inventeur, monsieur, ça c'est inouï, parce que c'est un texte qui explique quelle est la singularité de Céline en son temps. Et alors, qu'est-ce que vous êtes, monsieur? Je suis qu'un petit inventeur, monsieur. Un petit inventeur. Et je m'en flatte. Mazette? Petit inventeur, parfaitement. Et que d'un petit truc, hein. Ah, juste d'un petit truc. J'envoie pas de message au monde, moi. Non, monsieur. J'encombre pas l'éther de mes pensées, moi. Non, monsieur. Je cogite pas pour la planète. Je suis qu'un petit inventeur et que d'un tout petit truc, qui passera par dit comme le reste, hein. Comme le bouton de colle à bascule. Je connais mon infime importance. Mais tout plutôt que des idées. Je laisse les idées aux camelots, aux macros, aux confusionnistes. Et vous, dites-moi, professeur Y, qu'est-ce que vous êtes, vous? Vous n'êtes pas un époustoufleur? Vous égarez pas la jeunesse? Vous y envoyez pas des messages? Je serais surpris. Vous avez inventé quelque chose? Qu'est-ce que c'est?
l'émotion dans le langage écrit. Le langage écrit était à sec. C'est moi qui ai redonné l'émotion au langage écrit. Comme je vous le dis. Ah, c'est pas qu'un petit turbin, je vous jure. Le truc, la magie que n'importe quel con à présent peut vous émouvoir en écrit, c'est infime. Mais c'est quelque chose. Vous êtes grotesque de prétention. Certes, certes, et alors? Les inventeurs sont monstrueux, tous. Surtout les petits inventeurs. Retrouver l'émotion du langage parlé à travers l'écrit. Réfléchissez un petit peu, monsieur le professeur Y. Faites marcher un petit peu votre nénette. Oui, entendu, mais les délits, regardez un peu les délits qui gagnent 100 millions par an, sans publicité ni critique. Est-ce qu'ils recherchent l'émotion à travers le langage parlé? Eux, balivernent, et ils ne vont jamais en prison, eux, ils se tiennent très convenablement. Oui, c'est roman de gare. Mais il y a un secret, délit. Vous savez pas lequel? Non. Ils sont plus chromos que tous les autres. C'est pour ça qu'ils se vendent mieux que tous les autres. Les prix Goncourt à côté d'eux n'existent pas. Qu'est-ce qu'ils gagnent dans le monde entier? Qu'à la faveur absolue des masses et de l'élite, je vous demande. Aussi bien en URSS qu'à Columbus, au Yo-Yo, qu'à Vancouver du Canada, qu'à Fès du Maroc, qu'à Trébizonde, qu'à Mexico. Le chromo, professeur Y, le chromo. Rideau de fer, pas fer, foutre des régimes, Saint-Sulpice partout. Kiff, belles lettres, musique, peinture, la morale et les belles manières. Chromo. Les délits chromos sont les auteurs les plus traduits de toute la langue française. Bien plus traduits que les Hugo, Balzac, Maupassant, Anatole, etc. Peggy, qui étaient pourtant eux aussi, faut l'avouer, Romain Rolland, vachement chromo. Mais qu'existe pas, question la fadeur, l'insipidité, la morale, à côté des Sister Brothers Daily. Ah, pas du tout. Bon, alors, ceux qui sont fades, mais qui tirent tout de même, pas tant que ça, pas tant que les délits, qu'est-ce que vous en faites? Qu'emporte tout de même le Goncourt, que vous avez, vous, piteusement loupé, vous, génial, et les autres grands prix, qu'est-ce que vous en dites? Qu'ils sont qu'autant de crottes de bique? Non. Je les estime, et parfaitement, mais comme chromo. Ils retardent de 80 ans. Ils écrivent tous comme on peignait au Grand Salon de la Médaille d'Or vers 1862. Académique ou à côté. Même anti-académique. Aucune importance, hein. Il faut tout. Chromo-maniériste, chromo-pompiériste, chromo-sacrististe, mais chromo. Écoutez bien ce que je vous annonce. Les écrivains d'aujourd'hui ne savent pas que le cinéma existe. Et que le cinéma a rendu leur façon d'écrire ridicule et inutile. Péroreuse et vaine. Et puis, tout ce passage sur Rémi Hopper, sur la radio. Les masses qui sont morphinées de la radio. C'est tout à fait étonnant. Il demande, ça fait combien de lecteurs cette masse? Et c'est un passage très, très étonnant. Toute la masse des débiles mentaux, la masse amorphe, celle qui lit même pas le journal, qui va à peine au cinéma. Celle-là peut lire le roman chromo. Et comment? Surtout, tenez, au cabinet. Ah, là, elle a un moment pensif qu'elle est bien forcée d'occuper. Oh, 70% d'une population normale. Ah oui, ah oui, mais dites attention, professeur. Elle est morphinée de la radio, cette clientèle. Saturée de radio, ahurie, en plus de débile. Allez voir un peu lui parler de rendu émotif. Ah bah vous serez reçu. Le rendu émotif est lyrique. Rien de moins lyrique et émotif que le lecteur au cabinet. L'auteur lyrique, et j'en suis un, se fout toute la masse à dos en plus de l'élite. Ben, l'élite n'a pas le temps d'être lyrique. Elle roule, elle bouffe, elle grossit du pot, elle pète, elle rote et elle repart. Elle lit aussi qu'au cabinet, l'élite. Elle comprend aussi que le chromo. En somme, le roman lyrique paye pas. Voilà l'évidence. Le lyrisme tue l'écrivain par les nerfs, par les artères et par l'hostilité de tout le monde. Mais c'est une fatigue à pas croire, le roman rendu émotif.
l'émotion ne peut être captée et transcrite qu'à travers le langage parlé, le souvenir du langage parlé, y compris de patience infinie, de toutes petites retranscriptions, à la bonne vôtre. Le cinéma n'y arrive pas. C'est la revanche. En dépit de tous les battages, hein, des milliards de publicités, des milliers de plus en plus gros plans, des cils qu'on est 1 mètre de long, des soupirs, sourires, sanglots qu'on ne peut pas rêver davantage. Le cinéma reste tout au toc, mécanique, tout froid. Il a que de l'émotion en toc. Il capte pas les ondes émotives. Il est infirme de l'émotion. Monstre infirme. Ah, la masse non plus n'est pas émotive. Certes, je vous l'accorde, professeur Y. Elle aime que la gesticulade. Elle est hystérique, la masse. Mais que faiblement émotive. Bien faiblement. Il y a belle lurette qu'il n'y aurait plus de guerre, professeur Y, plus de boucherie, si la masse était émotive. Ben, c'est pas pour demain. Vous observerez que les moments émus de la masse tournent rapidement à l'hystérie, à la sauvagerie, au pillage, à l'assassinat. La pente humaine est carnassière. Vous fûtes donc persécuté par les ennemis de votre style, si je comprends bien, ou les jaloux de votre style? Oui, monsieur le professeur Y, ils m'attendaient tous au tournant. Je me suis donné, pour ainsi dire. Et vous êtes l'inventeur d'un style? Vous le prétendez? Vous le maintenez? Oui, monsieur le professeur Y, d'une toute petite invention, pratique, comme le bouton de colle à bascule, comme le pignon double pour vélo. Vous vous minimisez, vous vous minimisez d'un coup. Ah non, rien de plus, rien de moins. Il n'y a jamais de grandes inventions, d'abord et d'une, jamais que des petites, professeur Y. La nature ne donne que très rarement la faculté inventive à un homme. Et encore, elle se montre foutrement chiche. Ah, tous ceux qui s'en vont bêlants, là, qui se sentent tout bourrés d'inventions, sont autant de sacrédiés farceurs, aliénés ou pas. Vous remarquerez qu'en fait d'invention, là, pour parler d'un géant de l'espèce, Lavoisier n'a fait que mettre des chiffres sur quantité de corps naturels qu'on connaissait bien avant lui. Pasteur, pour son compte, n'a fait que donner des noms à tout ce qu'il voyait de plus petit sous sa lunette. La belle histoire. Oui, mais dans le monde des arts, rien ne se passe strictement. La preuve, votre trouvaille émotive. Trouvaille, que vous dites? Oh, monsieur le professeur Y, les exposants et les médailles d'or du Grand Salon de 1862 n'étaient pas non plus convaincus du mérite des impressionnistes. Et le public, alors? Un sceptique. Le public, pour son compte, n'a jamais pensé qu'à les pendre, les impressionnistes. Et si l'empereur Napoléon n'était pas intervenu, ils y passaient. N'empêche que votre Van Gogh, il n'a jamais pu vendre une seule toile. Mais regardez à présent s'il est estimé, Van Gogh, plus que les lingots. Et s'ils font des feux aux enchères, les toiles qu'il ne pouvait pas vendre. Oui, mais il est mort, votre Van Gogh, dans des conditions bien honteuses. Mais les galeries se sont régalées. Et les amateurs. Culbute en cascade. C'est mieux que du Suez, du Van Gogh. Vous ne trouverez pas de meilleur placement. Que lui soit mort de folie, c'est publicitaire, et alors? Il n'y a que deux espèces d'hommes, où que ce soit, dans quoi que ce soit. Les travailleurs et les macros. C'est tout l'un tout l'autre. Et les inventeurs sont les pires espèces de boulots, damnés. L'écrivain qui se met pas tranquillement plagiaire, là, qui cromote pas, est un homme perdu. Il a la haine du monde entier. On n'attend de lui qu'une seule chose, qu'il crève pour lui secouer tous ces trucs. Je peux pas vous dire, moi, combien de fois on m'a copié, transcrit, carambouillé. Un beurre. Et toujours fatalement, bien entendu, par les pires qui me calomniaient, qui harcelaient les bourreaux qu'ils me pendent. Ça va de soi depuis que le monde est monde. Voilà, chers amis de TV Liberté, vous avez eu un extrait de ce spectacle et de ce texte qui est absolument éblouissant et si vrai. Rémi Hopper, merci d'avoir fait ce beau travail. Je vous invite donc à aller au Théâtre du Nord-Ouest, 13 rue du Faubourg Montmartre. C'est le métro Grand Boulevard. C'est jusqu'au 31 mars. Donc vous aurez absolument toutes les possibilités
d'y aller et de découvrir, si vous ne le connaissez pas, ce théâtre bien particulier qui enchante de plus en plus de Parisiens par son immense travail. Il y a deux sortes d'hommes, les macros et ceux qui travaillent. Eh bien, le théâtre du Nord-Ouest fait partie des équipes de gens qui travaillent. Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup Rémi Hopper. Amis de TV Liberté, à très vite pour une autre émission de Perles de Culture. Amis de TV Liberté, cette chronique « Touche pas à mon patrimoine » n'a jamais aussi bien mérité son nom, puisque nous avons décidé de donner la parole à Stéphanie Bignot. Bonjour Stéphanie. Bonjour Anne. Qui a préservé un très beau patrimoine, qui a gagné dans sa bataille et qui a fait en sorte que la belle église d'Anzy-le-Duc reste intacte et ne soit pas abîmée. Donc c'est un cas d'école et nous allons lui demander comment elle a fait, tout simplement pour que vous-même, à votre tour, vous puissiez faire de même. Alors elle va nous donner les ficelles du métier. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Resituez-nous le décor. Qu'est-ce qui s'est passé à Anzy-le-Duc? Quel a été le danger, le grand danger pour cette église d'Anzy-le-Duc? Il est vrai que nous avons eu très peur et que grâce à TV Liberté, nous avons pu, déclencher une opération qui aujourd'hui nous permet d'être très serein et sereine quant à notre église d'Anzy-le-Duc. En novembre dernier, fin octobre dernier, Monsieur le maire d'Anzy-le-Duc montrait à la population d'Anzy-le-Duc un projet qui n'était même plus un projet, qui ne demandait aucun acquiescement, c'était d'autorité ce que l'église devait subir, c'est-à-dire le remplacement des 30 vitraux par des créations de Gérard Fromanger. Ce scandale, parce qu'il s'agit véritablement d'un scandale, autant esthétique que lié à la vocation du bâtiment religieux, une église toujours en activité, sacrée, étant le lieu de nombreux mariages. La population s'en émeut, et pour certains même se trouvent vraiment révoltés par cette idée. Remplacer les vitraux, ce n'était pas a priori un scandale si la moitié de ces vitraux n'avaient pas été déjà restaurés. Parce qu'il ne faut pas nous montrer comme des gens idiots qui refusent tout. Non, la restauration de vitraux est tout à fait souhaitable dans des centaines d'églises. Bien sûr. Mais là, ce n'est pas le cas. Monsieur le maire d'Anzy a reçu la visite d'un mécène, enfin en tout cas se décrivant en tant que mécène et proposant le remplacement de vitraux en bon état. Sur 30 vitraux, 3 seulement ont de légers défauts qu'il convient maintenant d'ailleurs de réparer, mais ne nécessitent en aucun cas d'être complètement démontés, restaurés, etc. Le gros de la restauration a été fait il y a moins de 10 ans et les vitraux du chœur avaient été complètement démontés et remontés, restaurés, on peut dire à neuf, il y a moins de 10 ans. Néanmoins, donc dépenses inutiles déjà. Alors, c'est exactement ça, c'est un de nos arguments massus. Mais là, je replantais le décor. Cette population s'en est émue. Oui. Et a fait appel à Terre et Famille. C'est-à-dire que le recours qui leur a été proposé... Association que vous avez créée. Voilà. Pour donner effectivement le mode d'emploi qui a fait que nous avons réussi, c'est que la population s'en est émue, a réagi. C'est le premier élément. C'est la population s'est prise en main et a cherché une solution. Or, il se trouve que Terre et Famille est une association dont le siège est à Briand, à 4 km d'Anzy-le-Duc. Ces personnes qui se sont émues ont cherché une solution et ont eu recours à notre association
pour mener la bataille contre donc ce qu'on pourrait appeler un stratagème financier et non pas une œuvre de mécénat. Alors pourquoi ça n'est pas une œuvre de mécénat? Parce qu'un mécène, ça perd de l'argent. Un mécène, ça fait un cadeau pour le bien commun, et parce qu'il fait un cadeau pour le bien commun, on va avoir l'élégance de ne pas le taxer sur ce cadeau. Or, ici, nous ne sommes pas en présence d'un cadeau. Nous sommes en présence d'un spéculateur. Et c'est pour ça qu'il ne s'agit pas d'art, et il ne s'agit pas d'avoir l'air de ce que nous ne sommes pas, c'est-à-dire des gens coincés qui voulons rester sur notre tradition sans jamais en décoller, etc., etc. Nous sommes effectivement très sensibles à notre patrimoine. Nous sommes très respectueux de ce que nous ont laissé nos ancêtres, nos parents, nos grands-parents et au-delà, et nous comptons bien nous servir de cet apport pour aller de l'avant, pas pour rester figé dessus. Là, en l'occurrence, nous étions en présence d'un spéculateur qui avait décidé de planter les crocs, ces crocs, dans l'édifice qui est l'église romane du XIe siècle d'Anzy-le-Duc, pour faire de cette église un showroom, un hall permanent d'exposition à la gloire de M. Fromanger. Ce même mécène spéculateur, collectionneur d'œuvres d'art contemporain, aurait vu la cote de son poulain monter, et en défiscalisant cet investissement qu'il faisait dans l'église d'Anzy à 75%, c'était bien sûr le contribuable qui non seulement voyait son argent dépensé il y a moins de 10 ans dans les vitraux mis à la poubelle, puisqu'on allait remplacer ces vitraux qui n'en avaient pas besoin, voir son patrimoine transformé en hall d'exposition à la gloire de Fromanger et non plus une église qui annonce, dont la vocation est d'annoncer le Christ, donc détournement du patrimoine. Et pour le troisième point, 75% de défiscalisation d'un investissement, c'est-à-dire que le contribuable payait la publicité de M. Fromanger qui va d'ailleurs exposer dans quelques temps. Donc il y avait une démarche extrêmement sidérante que la population a compris, c'est-à-dire que nous avons été pressés par le mécène, entre guillemets, pressés par l'artiste. Il fallait accepter, tout était à accepter parce que la population et certaines personnes localement qui se sont laissées sidérer, se sont laissées hypnotiser par la somme d'argent, par le côté on nous donne de l'argent, on nous donne de l'argent, on ne peut pas le refuser. Exactement, il s'agissait quand même de 700 000 euros. Il s'agissait d'un artiste qui avait... 500 000 euros 700 000. 700 000. Il s'agissait d'un artiste réputé sur Paris. Exactement, avec ses ateliers place de la Bastille. Donc une grande notoriété, beaucoup d'argent, beaucoup de... Et la population s'est laissée sidérer. Donc, quelle a été, pour certains, en tout cas pas pour tous évidemment, puisque certains ont réagi et vous ont appelé. Et nous ont appelés au secours. Quelle ligne de conduite nous sommes-nous imposés? D'abord, je vous remercie Anne parce que vous m'avez servi de professeur dans cette affaire à Versailles, dans les jardins du château, où nous avons toutes les deux, et même tous les trois, avec une autre personne, combattu ce mauvais goût et ce côté... On avait créé l'association Versailles Mon Amour, voilà. On avait fait une manifestation, on avait fait des pétitions, il y a eu 2 pétitions, la nôtre et une autre, et on avait recueilli 1 million de voix. Nous n'avons pas complètement gagné, mais nous avons tout de même entraîné la décision selon laquelle il n'y a plus d'artistes contemporains à l'intérieur du château. Alors, le combat doit continuer parce que, tout le monde le sait, le parc du château continue à être véritablement pollué parce que c'est une véritable pollution. Il n'y a aucun accord entre le parc et les statues qui sont imposées, enfin les œuvres d'art qui sont imposées. Et le prochain artiste, c'est un artiste qui s'est fait connaître en transportant des blocs de glace du Groenland jusqu'à Paris.
Donc là, on est totalement en pleine période écologique. On se demande s'ils ne sont pas tombés sur la tête. Mais ils le sont. Et donc, ils sont tombés sur la tête. Cet artiste est déjà, d'ores et déjà, commandé pour Versailles. Donc il faut continuer le combat. Ce qui est très intéressant dans votre affaire, c'est que vous n'étiez pas nombreux à Briand à Anzy-le-Duc pour dire non. Mais même en n'étant pas nombreux, vous avez pu faire connaître aux autorités. Alors, quelles sont les autorités que vous avez convaincues? D'abord, pour la méthode, parce qu'il convient d'avoir une méthode. Oui. Parce que sinon, on se fait repousser immédiatement. Si on attaque sur des arguments non construits, sur du ressenti, n'est-ce pas? Parce qu'aujourd'hui, on est dans le ressenti. Eh bien, il faut avoir de la méthode. Et la méthode, donc je vous remercie Anne, mais je remercie également Aude de Queyros et je remercie Christine Sourgens, qui ont écrit ces livres extrêmement précieux et qui m'ont servi de base dans cette attaque, dans cette contre-attaque, plus exactement. L'art financier, l'art caché. Il s'agit exactement. Il s'agit d'art qui se prétend art, mais qui n'est pas. C'est un produit financier. Nous sommes en face d'une OPA sur notre patrimoine et sur l'argent public, et il convient de le dénoncer, parce que si vous attaquez sur oui, c'est pas beau, l'art contemporain, j'aime pas. Oui, on vous répond des goûts et des couleurs, ça ne se discute pas. Exactement. Et vous n'impressionnez personne, à la limite même, vous rendez service à ces personnes qui se servent dans les caisses, si j'ose dire, et aux artistes, parce que vous leur faites une publicité, et que c'est de cela dont ils vivent. Il faut bien le comprendre à travers les ouvrages d'Aude de Queyros ou de Christine Sourgens. Ils vivent du scandale, ils vivent du décalage, ils vivent du côté inapproprié de leurs œuvres dans certains cadres, comme nos églises, nos châteaux, et donc ils vivent du scandale, et donc il faut dénoncer le scandale. Il ne s'agit pas de dire « je n'aime pas », il s'agit de dire « messieurs, vous êtes en train de nous escroquer ». Et cet argument est d'autant plus intéressant que d'abord il démasque l'ennemi au cœur, il démasque le système au cœur, et qu'il est compréhensible par tous. Que vous ayez la foi, pas la foi, vous êtes à peu près, nous sommes à peu près tous contribuables, en tout cas nous le sommes de toute façon, c'est-à-dire que nous sommes propriétaires tous de ces joyaux de notre histoire, et nous payons souvent tous des impôts. C'est une deuxième chose à dire, c'est que ces bâtiments, ces églises, ces châteaux nous appartiennent. Je voudrais, là il faut employer le langage révolutionnaire. Le château de Versailles n'est pas aux fonctionnaires qui y travaillent, il n'est pas au ministère de la Culture, les églises ne sont pas aussi à la DRAC, ces bâtiments nous appartiennent, ils sont à nous. Justement, comme ils nous appartiennent, il faut partir du principe que l'action doit venir de nous. Pourquoi elle doit venir de nous? Parce que dans l'affaire d'Anzy-le-Duc, nous nous sommes vite rendus compte que la DRAC, Direction Régionale des Affaires Culturelles, portait le projet, mais au pinacle. Pour la DRAC, c'était magnifique. N'oublions pas que l'église d'Anzy-le-Duc est classée, que les monuments historiques, les monuments de France étaient complètement favorables, qu'ils trouvaient que ce projet était tout à fait adapté. Que malheureusement, même la commission d'art sacré le voyait du très bon angle. La mairie sidérée n'a pas réagi, ne pouvait plus réagir, et quant à notre prêtre premier affectataire, il a été pris dans quelque chose qui le dépassait. Dans un tourbillon. Dans un tourbillon. Et vous avez averti. Il faut bien comprendre qu'une église de village, 2 personnes peuvent arrêter les choses. C'est le maire, en tant que propriétaire, sur un bâtiment qui est plus ancien que 1905, qui remonte avant 1905, donc avant la séparation de l'Église et de l'État. Donc le maire en tant que propriétaire du bâtiment, et le prêtre en tant que premier affectataire, c'est-à-dire cette chose me dérange pour dire la messe, donc non, vous ne mettrez pas ce vitrail. Et le prêtre dépend de l'évêque, et vous exactement. Vous avez averti l'évêque. Absolument, et pas seulement, et donc absolument. Mais donc le maire et le prêtre sont les 2 personnes essentielles dans une affaire de cet ordre. Donc le maire et le prêtre ont été dépassés par cette machinerie surpuissante. Je pense que ça faisait partie du plan
de nos adversaires, c'est-à-dire ce spéculateur et cet artiste, et d'autres probablement complices, c'était le côté sidération dans un petit village de campagne. On allait prendre possession relativement facilement des lieux. Or, nous nous sommes trouvés là, et grâce à nos médias, c'est-à-dire TV Liberté, Radio Courtoisie, Valeurs Actuelles, Boulevard Voltaire, bien sûr, le Salon Belge, essentiel, le Salon Belge, Nouvelles de France, oui. Nouvelles de France, évidemment, nous avons déclenché une campagne d'information, véritablement d'information, et nous avons fait prendre connaissance de ce projet à tous, à l'évêché, à la mairie, aux prêtres. Nous leur avons fait savoir ce qui se cachait derrière tout cela, et nous avons fait écrire massivement des lettres de gens qui étaient très touchés par cette affaire. Et nous avons effectivement aussi fait envoyer des lettres à la DRAC, au Monument de France, à la commission d'art sacré également. Nous avons voulu révéler le poteau rose, et nous avons contre-attaqué sur les aspects financiers, l'aspect escroquerie. Il y a aussi un aspect spirituel. Alors l'artiste se moquait totalement d'orner les murs d'une église. Voilà. Il l'a écrit, il l'a dit. Et il l'a dit. Et donc, ce qui est extraordinaire, c'est que nous avons démasqué la supercherie en disant attention, cette personne n'a rien à faire dans une église parce qu'il s'agit d'un... Voilà. Et finalement, nous avons gagné, et M. Fromanger s'est trouvé très dépité, il est très en colère, il a reçu la visite de l'évêque, qui l'évêque a tranché très courageusement. Ça, je remercie l'évêque d'Autun, qui a réagi extrêmement courageusement, car ça n'était pas gagné, ça n'était pas facile, on s'est vraiment trouvé devant une machination. Et je dirais quand même que les 3 vitraux du chœur qui étaient complètement neufs, mais qui représentaient, qui portaient sur eux des signes de notre culte, notamment le principal qui était donc la Sainte Croix, pour M. Fromanger, bien sûr, il était impossible que son œuvre soit compatible avec la Sainte Croix. Oui, donc ce monsieur s'est révélé dans un dernier article de la presse locale en disant que son œuvre n'était pas compatible avec des images pieuses, et qu'il ne voyait pas pourquoi... Exactement, il ne voyait pas pourquoi il devait changer son art, tout ça, parce qu'il devait être dans une église. Et ça, alors, bravo et félicitations Stéphanie Bignon. Nous avons voulu faire un cas d'école de cette église d'Anzy-le-Duc parce que Madame Fleur Pellerin nous prépare un autre projet pour développer la création contemporaine. Et encore une fois, nous sommes tout à fait d'accord, il faut développer la création contemporaine puisque chaque époque a ses génies, chaque époque a ses sculpteurs. Le problème, c'est que Madame Fleur Pellerin a décidé que toutes les grandes villes de France devraient placer une sculpture d'art contemporain dans sa ville. Très bien, sauf que dans les siècles passés, toutes les villes ont demandé à des sculpteurs de faire des œuvres d'art, ça n'a jamais été obligatoire. Le problème, c'est que Madame Fleur Pellerin a fait une liste d'artistes dans lequel il faudra choisir. Et cette liste d'artistes, c'est évidemment pas ces artistes dont Aude de Queyros parle dans son livre L'art caché, puisqu'encore une fois, il y a en France 2 catégories d'art. Il y a l'art caché, c'est-à-dire tous ces artistes qui vivent, dont nous vous donnons des portraits dans cette émission le plus possible, mais ils vivent cachés, modestement, parce que ce n'est pas à eux que vont les commandes d'État. Et puis, l'art, le grand art dit contemporain, à qui on déroule un tapis rouge, et les subventions qui vont avec. Exactement. Alors, vous allez vous voir, chers amis de TV Liberté, vous allez vous voir imposer des projets. Alors, je ne veux pas dire d'avance qu'ils seront effrayants, donc on va attendre de voir. Mais si les projets vous paraissent du genre tire-bouchon monté sur un tuyau à ressort,
il faut que vous manifestiez votre refus. Et encore une fois, les places des villes sont à nous, elles ne sont pas au ministère de la Culture. Je crois qu'Anne, il est temps de mettre les pieds dans le plat. Les intentions de ces personnes-là sont de nous exproprier de notre histoire et de notre patrimoine. Absolument. Donc leur volonté est claire, que nos actions le soient aussi pour les repousser. Et si vous voulez avoir plus de détails, vous allez sur le site de Stéphanie Bignon, terrefamille.com, et vous aurez toute la technique, tout le... terrefamille.fr.com, ça n'a pas d'importance. Et vous êtes suffisamment connu, le site apparaît, et vous pourrez ainsi résister à toutes les tentatives qui s'annoncent coriaces. Nous répondrons, nous avons une adresse, terre et famille tout attaché au singulier @gmail.com, et nous sommes vraiment prêtes et prêts à répondre à toutes les questions pour aider qui que ce soit dans la situation que nous avons rencontrée à Anzy-le-Duc. N'hésitez pas à nous écrire. Merci voilà. Stéphanie Bignon, amie de TV Liberté. À très bientôt pour une autre séance de Parle de Culture.